Bonjour à tous, aujourd'hui je suis content de vous retrouver pour la formule de Stirling, la démonstration de cette formule qui est fascinante. Pourquoi? Parce que d'un côté, on a tout simplement le factoriel qui est juste le produit de tous les entiers jusqu'à n, et de l'autre côté de l'équivalent, on a quelque chose qui est en n puissance n, en divisé par e puissance n. Bon, ça, on se doute que ça va être à peu près la forme du n factoriel, mais là, on a un truc très bizarre, on a du pi. Et pourquoi est-ce qu'on a du pi dans la formule de Stirling qui nous donne un équivalent du factoriel, alors que le factoriel, c'est juste un produit. Il n'y a pas de pi quand on multiplie des entiers. Et ça, c'est une question qui m'a toujours fasciné. Et je me suis toujours demandé, quand j'étais au lycée, comment on pouvait prouver cette formule de manière simple, en fait. Parce que j'ai pas réussi à trouver une démonstration simple quand j'étais au lycée. Et donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Parce que, en fait, c'est pas si compliqué que ça de montrer la formule de Stirling, même quand on est au lycée. Il y a juste besoin de connaître les bases du calcul de développement limité. Mais bon, ça peut se comprendre assez facilement pour un élève de lycée. Et c'est ce qu'on va utiliser aujourd'hui pour montrer cette formule le plus rapidement possible. Donc dans un premier temps, on va prouver que n factoriel est équivalent à ceci. Donc c'est la même chose que ce qu'on veut prouver, sauf que là, on ne sait pas encore que ça va être équivalent à un truc qui dépend de pi. En fait, on va juste avoir une constante qu'on ne va pas connaître. Ce sera juste une constante qui appartiendra à R étoile, même R plus étoile. Pourquoi? Parce que si elle est égale à 0, ça fait que n factoriel est équivalent à 0. Et en général, on ne dit pas que les suites sont équivalentes à 0, parce que être équivalent à 0, ça veut dire en fait que la suite est nulle à partir d'un certain rang. Donc la question 1, ça va tout simplement être de montrer que cette limite existe. Donc la limite en fait de ceci divisé par ceci, qu'on va appeler lambda. Et donc on aura bien que n factoriel sera équivalent à lambda fois racine de n et tout le reste. Et ensuite, ce qu'on veut pour finir de démontrer la formule de Stirling, c'est montrer que notre lambda en fait il est égal à racine de 2 fois pi. Et bien c'est exactement l'objet de la question 2. Donc en utilisant les intégrales de Wallis, donc ça a l'air effrayant comme ça, mais en fait c'est juste une suite de base, c'est la suite des sinus puissance n, le tout intégré entre 0 et pi sur 2. Et bien en utilisant ceci, en calculant l'expression de Wn en fonction de n, on va pouvoir calculer le lambda. Et en fait, pour vous en dire un petit peu plus sur cette question 2, les intégrales de Wallis, c'est le pont le plus simple entre factoriel et pi. Pourquoi c'est relié à pi? Tout simplement parce qu'on intègre entre 0 et pi sur 2. Par exemple, w de 0, ça va être égal à pi sur 2. Et tous les autres wn vont pouvoir être exprimés en fonction de w de 0 et des factoriels. Parce qu'on va voir que pour passer d'un wn à un wn plus grand, il faut multiplier à chaque fois par un truc qui va croître de manière arithmétique. Et quand on multiplie une suite qui croît de manière arithmétique, on obtient un factoriel. 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, ça fait n factoriel, quoi. Et ensuite, si j'y pense, je vous donnerai un bonus pour clore parfaitement cette vidéo. Donc sans plus attendre, on va prouver cette formule. Et je pense qu'il y a juste besoin de 10 minutes si on est motivé pour prouver tout ça. Donc pour vous dire qu'en fait la formule de Stirling, ça peut très bien se prouver de manière simple, il n'y a pas besoin, on a l'impression que c'est compliqué, mais en fait c'est facile à prouver et c'est très instructif parce que si vous êtes en prépa, on va voir plein de trucs qui sont super classiques en prépa. Alors pour faire la question 1, déjà le truc hyper classique en prépa, c'est que ce qu'on veut faire là en fait, c'est calculer la limite de n factoriel divisé par racine de n fois n sur e puissance n. Et là, on voit qu'il y a plein de produits de partout. Avec racine de n, c'est un petit peu un produit de n multiplié lui-même par une demi-fois, si on peut parler comme ça. Donc là, quand on a des produits de partout, le réflexe à avoir, et c'est de toujours passer au log. Donc on va passer au ln, et on veut prouver que cette suite converge vers une limite, et cette limite est différente de 0. Mais en fait, quand on va passer au ln, ça correspond tout simplement à prouver que la limite de ln de ça converge, et pas forcément vers un truc qui est différent de 0. En fait, si la ln de ça converge, ça va converger vers un truc, et quand on va retrouver ça, donc en mettant à l'exponentielle, ça va faire l'exponentielle de la limite qu'on avait eue au départ, donc ça va faire forcément un truc différent de 0. Bon, ça je l'ai un peu vite expliqué, mais on va y revenir, ne vous inquiétez pas. Donc ce qu'on veut prouver, une reformulation de notre problème, c'est très important d'essayer de trouver des reformulations pour essayer de résoudre des problèmes en prépa. Une reformulation, c'est tout simplement de montrer que ceci converge, et donc que ln de ça converge. Et si on calcule ln de ça, donc je vais appeler un qui est égal à ln de ça, et un c'est tout simplement égal à ça. Pourquoi? Parce qu'on a ln de n factoriel ici,
Ensuite, on divise, donc dans le monde du ln, le divisé c'est un moins, donc par ln de racine de n c'est un demi de ln de n, et ça, bah, je l'ai écrit là, bah, c'est ln de n multiplié par n, vu que l'exposant devient multiplié. Là c'est un exposant, il est à la même, il est à la même hauteur que le n, mais c'est un exposant. Donc en gros, ça fait n fois ln de n moins, divisé, le divisé se transforme en moins, ln de e puissance n, et ça fait n. Et donc ça, on veut montrer que ça converge. Comment on va montrer que ça converge? Bah là, je vous invite à y réfléchir, et surtout à réfléchir au fait que ça risque d'être compliqué. Et en prépa, il y a une technique très puissante pour prouver qu'un truc converge. C'est tout simplement de montrer que la différence entre le terme et le suivant eh ben, va être tellement petite que quand on somme ces différences, pour avoir la suite elle-même, eh ben, ça va être obligé de converger. C'est un peu moins évident à trouver cette partie-là de l'exercice que simplement le fait de passer au ln quand on a un produit, parce que ça, normalement, ça doit être un réflexe. Mais on va montrer tout simplement que la somme de un plus 1 moins un converge. Et on va même montrer qu'elle converge absolument. Et c'est là que ça va être compliqué pour les lycéens, mais ça se comprend aisément. On va tout simplement faire des développements limités pour montrer que ceci, c'est égal à un truc borné fois 1 sur n carré. Et un truc borné fois 1 sur n carré, et ben sa somme va être finie. Et si sa somme va être finie, ça veut dire que la somme des un plus 1 moins un va être finie. Et la somme des un plus 1 moins un, c'est tout simplement un à une constante près, par somme télescopique. Donc voilà, donc juste on prend ce terme-là au rang n plus 1, et on lui soustrait ce terme-là au rang n. Donc je peux le faire étape par étape. Par exemple, je prends ce terme au rang n plus 1 et je soustrais à celui au rang n, donc ça fait ln de n plus 1 factoriel moins ln de n factoriel, donc ça fait ln de n plus 1, je vous invite à vous en convaincre. Ce terme-là au rang n plus 1, ça fait ln de n plus 1, je lui soustrais son terme au rang n, donc ça fait ln de n plus 1 divisé par n, donc ça fait ln de 1 plus 1 sur n. On fait la même chose avec le moins n ici, donc ça fait moins n plus 1 moins n, et donc ça fait moins 1. Et pour finir, bah, on fait avec le plus compliqué, donc là je l'ai écrit tel quel, donc le terme au rang n plus 1 moins le terme au rang n. Voilà, ça peut être utile en fait de décomposer comme ça, plutôt que de réécrire tout ça au rang n plus 1 et de réécrire tout ça au rang n et de faire un gros calcul. En fait, les calculs, c'est si on les prend intelligemment, on a 2 fois moins de chances de se tromper. Alors, une fois qu'on a ça, et ben déjà on peut remarquer en remaniant ceci pour, on peut factoriser par n et obtenir un ln de n plus 1 moins ln de n, qu'on a vu que ça faisait ln de 1 plus 1 sur n. Si on a factorisé par n, ça veut dire qu'il y a juste ce terme-là qui reste, et je le mets ici, et je le simplifie avec celui-là. Et donc, il ne nous reste plus qu'à faire notre développement limité. Et notre développement limité, il nous dit tout simplement que, bah, normalement, on doit savoir que ln de 1 plus 1 sur n, c'est environ égal à 1 sur n, donc ça c'est avec les mains, et donc on se dit que le 1 sur n qu'on va avoir ici, parce que lui aussi il est équivalent à 1 sur n, bah ça va faire du n fois 1 sur n, donc ça va faire environ égal à 1, donc ça va se simplifier avec le 1 qu'il y a ici. Et ce qui va rester, parce que si je vais à l'ordre d'après, bah ce sera un moins 1 sur 2 qui va rester ici, si je multiplie par n. Bon, ce sera un moins 1 sur 2n. Et le moins 1 sur 2n, eh ben, il va se simplifier avec celui-là. Donc en gros, tout va se simplifier, et on va juste obtenir quelque chose, le reste, donc un petit peu le résidu, et ce qui est bien, c'est qu'on peut contrôler ce résidu, ça va être un grand taux de 1 sur n carré. Donc ça veut dire que ce sera un truc borné fois 1 sur n carré. Voilà. En gros, c'est ça qu'il faut retenir. Donc là, j'ai fait tous les calculs de développement limité, donc ln de 1 plus 1 sur n, c'est égal à 1 sur n plus un grand taux de 1 sur n carré, donc quelque chose qui est borné si on le divise par 1 sur n carré. Et là, j'ai fait la même chose, sauf que j'ai été un cran plus loin dans mon développement limité, jusqu'au grand taux de 1 sur n au cube. Donc j'ai été beaucoup plus précis. Pourquoi j'ai été beaucoup plus précis? Parce que là, on va multiplier par n, ce qui va faire augmenter nos erreurs. Donc il faut être d'autant plus précis. Ce qui fait que quand je multiplie par n, ça va se simplifier avec ça, ça va se simplifier avec ça. En fait, exactement ce qu'on avait prédit. Et ça va devenir un grand taux de 1 sur n carré. Et donc le tout, ça nous fait un grand taux de 1 sur n carré, ce qui fait que c'est un nombre qui est... tel que si on le divise par 1 sur n carré, c'est borné. Et ça veut exactement dire que par le théorème de comparaison des séries à termes positives, ça veut dire que cette série-là, comme elle est dominée par la série des 1 sur n carré qui convergent, par Riemann, c'est une série de Riemann, la série des 1 sur n carré converge, et bien ça veut dire que tout simplement, cette série converge absolument. J'aurais dû mettre un absolument.
En fait, c'est important de se dire que ça converge absolument parce que dire que c'est un grand O de 1 sur n carré, on connaît pas trop son signe. Et le théorème de comparaison avec grand O, il marche que pour des séries à terme positives. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on a prouvé que ceci convergeait. Et donc que ceci converge. Parce que la convergence absolue implique la convergence non absolue. Mais il faut bien se rendre compte que c'est ça qu'on a fait. Parce que souvent, c'est une question que posent les examinateurs pour voir si vous êtes vraiment solide dans vos théorèmes. Et il ne faut pas se faire piéger. Donc, le vrai truc, c'est qu'on a utilisé le théorème de comparaison de séries à terme positives sur la somme des valeurs absolues, pour que ce soit bien positif. Donc, UN converge. Et comme UN, on avait pris que c'était égal à ça, et donc que c'est égal au ln de ça, et ben en passant à l'exponentielle, on aura que ça converge vers l'exponentielle de notre limite. Et l'exponentielle de notre limite, c'est forcément un nombre strictement positif. Donc c'est parfait. On a fait notre question 1, et bien sûr, le lambda qu'on a trouvé, c'est le lambda tel que on est ceci. On va tout de suite passer à la question 2. Pour ça, on va introduire les intégrales de Wallis. Donc c'est des intégrales qu'il y a certains qui voient au lycée, parce qu'il n'y a rien de compliqué, mais c'est un truc à absolument maîtriser si on est en prépa. On doit avoir fait des exercices dessus, on doit savoir un petit peu calculer le résultat dessus, même si c'est hors programme, parce que si vous ne maîtrisez pas les intégrales de Wallis en arrivant au concours, on risque de mal vous regarder. Donc Wn, c'est égal par définition à sinus puissance n intégré entre 0 et pi sur 2. Donc quelques résultats sur cette intégrale, sur cette suite, parce que c'est pas vraiment une intégrale, c'est plus une suite. Cette suite est décroissante, pourquoi? Parce que sinus puissance n, c'est une suite de n qui décroît, et ce pour tout t. Donc par croissance de l'intégrale, la suite va être décroissante. On peut aussi prouver que Wn plus 2 est égal à n plus 1 sur n plus 2 fois Wn. Donc ça c'est super classique, on l'obtient simplement en faisant une petite intégration par partie. Donc là j'ai fait avec la méthode DI, hein, donc je vous laisse regarder, je l'avais déjà fait dans une autre vidéo, mais en gros on se rend compte que Wn plus 2 c'est sinus puissance n plus 2, j'isole le sinus au carré ici, je dis que c'est 1 moins cosinus carré, et donc le 1 je le distribue sur le sinus puissance n, ça nous fait un Wn. De l'autre côté on a ça, et ce que je vais faire c'est que je vais pas mettre le cos carré ensemble, en fait je vais le séparer en deux, parce que ça, il faut voir que là on a construit quelque chose qui se primitivait facilement, parce que cosinus fois sinus puissance n, ça trouve facilement une primitive, et c'est ça qui va nous encourager à le mettre dans une IPP, parce que cosinus fois sinus puissance n, une de ces primitives, c'est sinus puissance n plus 1 divisé par n plus 1. On a un truc de la forme u' fois u puissance n. Voilà. Et ça, c'est égal à u puissance n plus 1 divisé par n plus 1, si on le primitive. Et donc voilà, donc ça c'est juste une intégration par partie de base. Là, faut dire que le crochet en 0, il est égal à 0 à cause du sinus, et en pi sur 2, il est égal à 0 à cause du cosinus. Et donc on n'obtient plus que l'intégrale de ça, qu'on met là, et ça, cette intégrale, ce n'est rien d'autre que Wn plus 2 sur n plus 2. Et là, on a Wn. Ce qui fait que si je rapatrie notre Wn plus 2 sur n plus 2 avec le Wn plus 2 qu'il y a là, ça nous fait ceci, si je le mets au même dénominateur, et donc ça me fait n plus 1 divisé par n plus 2 fois Wn plus 2, et donc on a bien que Wn plus 2 c'est égal à n plus 1 divisé par n plus 2 fois Wn. Un autre résultat très classique à connaître, c'est que Wn plus 1 est équivalent à Wn. Donc ça c'est pas vrai pour toutes les suites. Par exemple, exponentielle de n ça vérifie pas ceci. Je vous invite à le vérifier, mais Wn ça vérifie bien. Pourquoi? Et tout simplement parce que en utilisant le résultat qu'on a là. Donc ce résultat il nous donne tout simplement que Wn plus 2 est équivalent à Wn, parce que ça tend bien évidemment vers 1. Mais nous, ce qu'on veut, c'est que Wn plus 1 soit équivalent à Wn. Et ce qu'on peut faire, c'est utiliser tout simplement la décroissance de Wn. Donc ça nous donne cette inégalité-là. On divise cette inégalité par Wn. Et donc ça nous fait que 1 est plus grand que Wn plus 1 sur Wn, qui est plus petit que ceci divisé par cela. Et ça, c'est égal à n plus 1 sur n plus 2. Ça, c'est exactement en disant que on a divisé par Wn des deux côtés. Voilà. Rien de compliqué. Et en ayant cet encadrement par le théorème des gendarmes, ça veut dire que Wn plus 1 sur Wn, ça tend vers 1. Et donc on a bien que Wn plus 1 est équivalent à Wn. Donc voilà. Donc ça, je pense que c'est le minimum syndical à savoir sur les intégrales de Wallis. Il y a un autre résultat qui est un peu plus parachuté. C'est le fait de savoir que on a que Wn plus 1 fois, je crois que c'est n plus 1 fois Wn
en utilisant encore ce résultat-là, on peut prouver que c'est constant, et donc, en utilisant le résultat d'avant, c'est-à-dire celui-là, on peut prouver que Wn, c'est équivalent à racine de pi sur 2n, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça c'est aussi classique, mais c'est un peu plus parachuté, vu qu'il faut savoir que ça c'est une suite constante. Voilà, donc on ne va pas l'utiliser pour cette démonstration, mais on aurait pu l'utiliser. Et ce qu'il faut savoir aussi, la dernière chose qu'il faut savoir avec les intégrales de Wallis, et ensuite je vous laisse tranquille, c'est qu'on peut calculer Wn avec des factoriels. Pourquoi? Et ben, c'est tout simplement parce que pour passer de Wn à Wn plus 2, et ben, on multiplie par des trucs qui vont augmenter de 2 à chaque fois, j'ai envie de dire. Et ça nous fait penser à la factorielle, parce que pour passer d'une factorielle à l'autre, on multiplie par n, et le n il augmente de 1 à chaque fois. Et comment voir ça de manière un peu compacte? Eh ben, on peut dire que tout simplement W de 2P, bah, c'est égal à ce qu'on fait pour passer d'un terme au suivant. Et on les multiplie tous ensemble. Donc une autre manière de le voir, c'est de le voir sous forme d'un produit télescopique. Ça, c'est un produit télescopique qu'on a fait apparaître, où tous les termes de ceci vont se simplifier, sauf le W de P et le W de 2 fois 0, donc le W0. Donc ça, par notre formule qu'on avait montrée, qui est ici aussi, donc ça c'est la formule de l'intégration par partie, et ben on peut montrer on peut dire que ça c'est tout simplement égal à 2k moins 1 sur 2k. En fait, une bonne manière de le retenir, c'est de se dire que l'indice de W de n, et ben il passe au dénominateur. Donc voilà, donc là l'indice je le fais passer au dénominateur, et ce qu'il y a au numérateur, bah, c'est 1 de moins que l'indice. Donc 1 de moins que 2k, c'est 2k moins 1. Et ça on sait calculer. Alors il va falloir utiliser une petite astuce pour calculer ça, parce que techniquement ce qu'on pourrait faire, c'est faire sortir le 2 ici sous forme d'un 2 puissance p et dire que ça c'est égal à k factoriel. Mais si on fait ça, en fait on s'est tiré une balle dans le pied, parce qu'on ne sait pas du tout c'est égal à quoi le produit des 2k-1. En fait, le produit des 2k-1, c'est comme un factoriel, sauf qu'on a pris que les termes impairs. Et ben, ce qu'on peut faire, c'est essayer de rajouter artificiellement les termes pairs. Donc là, en bas, on a le produit des termes pairs. Et ben, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier le dénominateur et le numérateur de part et d'autre par le produit des termes pairs, ce qui fait que là, je vais retrouver le produit des termes impairs, donc ici, fois le produit des termes pairs, donc ici. Donc en gros, j'aurai tous les termes, le produit de tous les termes entre 1 et 2 fois p. Donc ça va me faire 2 fois p factoriel. Et en bas, j'aurai le produit des termes pairs au carré. Et ça, je peux très facilement le calculer en faisant sortir le 2 ici, en lui mettant bien le carré et en disant qu'il est multiplié par lui-même p fois, donc ça fait 2 puissance 2p. Et le k, pour k allant de 1 à p, ça fait tout simplement p factoriel. Et donc on obtient le produit, la forme littérale de W de 2p. Et c'est ça qui va nous faire un pont entre les factoriels qui sont là et le pi qui est là. Mais là en fait ce qu'on voit, c'est que notre formule elle nous permet de passer d'un terme au terme plus 2. Ce qui fait que pour pouvoir calculer tous les termes de la suite de Wallis, on va être obligé de faire 2 raisonnements. Parce que en pouvant passer d'un terme, parce qu'en connaissant le terme n plus 2 à partir du terme n, ben on peut soit déduire tous les termes en faisant 0, 2, 4, 6, 8, 10, mais en faisant ça, on ne connaît pas les termes impairs. Donc pour connaître les termes impairs, il faut faire la même chose, mais en commençant par 1. Donc faire 1, 3, 5, etc. Bah, c'est la même chose en fait, c'est le même raisonnement. On associe qui est bien égal à ça par produit télescopique, mais en fait ce qu'il faut se dire, c'est que juste on est passé de ce terme W1 à ce terme W2 plus 1 en appliquant en boucle cette formule-là, qui nous permet de passer du terme n au terme n plus 2. Et donc voilà, hein, on fait exactement le même résultat. Donc ceci, c'est égal par ce qu'on a prouvé à ça qu'on met au dénominateur, et on met au numérateur ceci moins 1, donc 2k. Et donc là, c'est la même chose. Au numérateur, on va multiplier les produits pairs. Au dénominateur, on va multiplier les produits impairs. Attention, cette fois-ci, c'est les produits pairs et impairs qui sont entre 1 et 2p plus 1. Voilà, c'est pas entre 1 et 2p comme l'autre. Donc c'est les produits pairs entre 1 et 2p plus 1 divisés par les produits impairs entre 1 et 2p plus 1. Donc même technique qu'avant, je multiplie tout par 1, mais 1 c'est égal au produit des nombres pairs entre 1 et 2p plus 1 divisé par lui-même. Et donc ça nous fait le produit de tous les nombres pairs entre 1 et 2p plus 1.
Donc c'est la même chose que le produit de tous les nombres pairs entre 1 et 2p, enfin au carré bien sûr, parce que je le multiplie par lui-même. Et le produit de tous les nombres pairs entre 1 et 2p, on l'a déjà calculé ici, ça nous faisait 2 puissance 2p fois p factoriel au carré. Donc c'est ce qu'on a là. Et en bas, c'est le produit de tous les nombres pairs fois tous les nombres impairs, donc de tous les nombres tout court, entre 1 et 2p plus 1. Et ça fait tout simplement 2p plus 1 factoriel. Et donc on a la formule de Wallis pour les termes impairs. Et là, on va utiliser tout simplement le fait que Wn plus 1, c'est équivalent à Wn. Donc en gros, la série des termes impairs, si on prend n égale 2p, est équivalent à la série, enfin à la suite plutôt, je sais pas pourquoi je dis série, à la suite des termes pairs. Donc en gros, ce que ça veut dire, c'est que ceci est équivalent à cela. Et en utilisant ce qu'on a prouvé dans la question 1, et c'est-à-dire que p factoriel c'est égal à lambda fois plein d'autres trucs mais qui ne dépendent plus de factoriel, et ben on va pouvoir tout simplifier et avoir lambda en fonction de pi. Et donc ça va clore notre problème, parce qu'on aura trouvé la valeur de lambda. Pour rappel, on voulait trouver que lambda, donc lambda qui est le nombre tel que n factoriel soit équivalent à ça, ce soit égal à racine de 2pi. Et bien c'est comme ça qu'on va le faire. Donc voilà, donc là, il faut juste faire le calcul final, donc c'est un calcul un peu moche, mais ce qui est satisfaisant, c'est qu'il va très vite se simplifier. Voilà, c'est ça qui est beau avec les maths, c'est qu'on sait que ça va marcher. Et ça simplifie, on dirait limite un champ de bataille, mais ça va finir par simplifier. En gros, on a initialement que W de 2P, c'est équivalent à W de 2P plus 1. Donc ceci est équivalent à ceci. Et on voit que dès qu'on va transformer nos factoriels en faisant apparaître le lambda, et ben on va obtenir que pi a quelque chose à voir avec le lambda. Et nos deux seules variables non muettes, ça va être donc lambda et pi. Donc on va pouvoir avoir lambda en fonction de pi. C'est ça qui est beau, c'est qu'on sait que ça va marcher à partir de là. Donc là, c'est juste du calcul de base, mais pour savoir que ça va marcher. Donc là, je remplace 2p factoriel par l'équivalent qu'on connaît et qu'on a prouvé dans la question 1. Donc c'est racine de ce qu'il y a à l'intérieur du factoriel, donc racine de 2p fois ce qu'il y a dans le factoriel divisé par e, puissance ce qu'il y a dans le factoriel. Et je fais ça à chaque fois. Donc ça, p factoriel au carré, p factoriel on connaît, c'est racine de p, donc comme c'est au carré, c'est p, et fois p sur e puissance p, et comme c'est au carré, je rajoute un 2 ici. Et bon, là, il y a le 2 puissance de p qui est là. Bon, le 2 puissance de p, je ne l'ai pas changé. Ça, c'est exactement pareil que ce qu'il y a là, donc je fais la même chose. Et donc ça, c'est la même chose que ce qu'il y a là, sauf que je remplace le 2p par 2p plus 1. Voilà. Rien de compliqué. Et là, on peut déjà faire pas mal de simplifications. Donc déjà, je vais simplifier le lambda qui est là avec le carré qui est en bas, le carré qui est en haut avec le lambda qui est en bas. Donc si on comptabilise les lambdas, il y en a un en haut et un en bas. Ce qui fait que je peux ramener lui ici, et ça nous fait de lambda carré ici. Voilà. Comme ça, je me débarrasse du lambda. Ce que je peux faire, c'est mettre toutes les racines au même endroit. Donc cette racine-là, je la rapatrie ici, ce qui fait que je vais avoir tout ça à la puissance 1,5, donc en racine quoi. Mais je mets à la puissance 1,5 pour bien montrer que l'exposant est constant, donc je vais pouvoir passer à l'équivalent à l'intérieur de l'exposant. Donc je vais pouvoir dire que ça c'est équivalent à 4p carré par exemple. Et j'ai le droit de le faire seulement parce que 1,5 est constant. Et on va voir que c'est pas tout le temps le cas. Si notre exposant n'est pas constant, on peut pas le faire. Et ça va justement être un des pièges de cet exercice. Donc pour continuer notre simplification, on a que 2 puissance 2p, je le simplifie avec lui, et le p sur e puissance 2p, je le simplifie avec celui-là. Donc en gros, j'ai plus rien en fait ici, à part ceci. Voilà, et là, ce que je vais faire, c'est tout simplement dire que, déjà, comme j'ai un puissance 2p ici et un puissance 2p ici, et ben je vais tout simplement faire sortir un 2p plus 1 divisé par e, et je vais le mettre ici. Donc ce sera 2p plus 1 divisé par e. Le e, je l'ai mis ici. Et là, si je simplifie les e ensemble, parce que là j'ai plus le plus 1 vu que je l'ai fait sortir, si je simplifie les e ici, et ben j'ai ceci. Et là, c'est là qu'il y a le piège, on pourrait se dire, ah bah c'est bon là, parce que j'aimerais bien simplifier ça avec ça, et ben là je peux dire que ça va être équivalent à 2p. Comme ça, je peux simplifier ça et ça. Et ben non, on ne peut pas passer à l'équivalent quand l'exposant n'est pas constant. Et là, il n'est pas constant du tout, et c'est là le piège dans lequel il ne fallait pas tomber. En fait, il va falloir plus travailler. En particulier, ce qu'on peut faire, c'est diviser tout par p, et là on voit que on a 1 plus... au numérateur et au dénominateur, et là on voit qu'on a 1 plus
quelque chose qui tend vers, enfin 1 sur quelque chose, à la puissance de quelque chose, et ça on sait que ça tend vers E. Donc ça c'est équivalent à E, ça on peut le dire maintenant, puisqu'il n'y a plus d'exposants. Et donc ça simplifie avec ça. Oui, parce que là on voit mieux. Si on pouvait passer à la limite dans les... même quand il y a un exposant, ça voudrait dire que 1 plus 1 sur n puissance n, ce serait équivalent à 1 puissance n, et ce serait équivalent à 1, ce qui est vraiment pas le cas. Voilà, donc là ce que j'ai fait, c'est juste, j'ai réécrit ça en disant que ça faisait 1 en équivalence. Le 2p plus 1, je le fais passer ici. Ah oui, ce que j'ai fait là, c'est que j'ai dit que ça c'était équivalent à 4p carré, parce que là j'ai le droit, vu que l'exposant est constant, et 4p carré, racine de 4p carré, ça fait 2p. Donc il est là, je fais passer le 2p plus 1 ici, c'est équivalent à 2p. Donc, et ensuite je peux simplifier mon p carré avec le p qu'il y a là et le p qu'il y a ici. Et ce qui me fait 4 ici. Voilà. Donc j'ai tout simplement que pi sur 2 fois 4 fois 1 sur lambda carré est équivalent à 1. Et si ceci est une suite constante qui est équivalente à 1, ça veut tout simplement dire que c'est la suite constante égale à 1. Parce que le seul moyen de tendre vers 1 en étant constant, c'est d'être égal à 1. Donc 2pi sur lambda au carré est égal à 1. Et donc ça veut dire que lambda est égal à racine de pi. D'où la formule de Stirling. Et voilà, c'est comme ça qu'on montre la formule de Stirling en utilisant les intégrales de Wallis qui font le pont entre les factoriels et le pi. Voilà, c'est vraiment... je pense que c'est une de mes démonstrations préférées parce qu'elle permet de prouver un résultat qui est vraiment pas évident, c'est-à-dire que n factoriel c'est équivalent à quelque chose qui dépend de pi, ce qui est vraiment pas évident. Alors le bonus c'était quoi? Eh ben, une manière plus avancée de prouver ceci, c'est tout simplement de... Et c'est d'ailleurs la manière qui est faite en physique, c'est tout simplement de passer par le fait que n factoriel, c'est égal à la fonction de gamma en n plus 1, si je dis pas de bêtises. Et la fonction de gamma, on peut faire des transformations pour se ramener à la fonction de Gauss. Et c'est là qu'on va avoir le lien entre n factoriel et pi. Parce que la fonction de Gauss, enfin l'intégrale de Gauss, elle est égale à racine de pi. Si on la prend entre moins l'infini et plus l'infini. Et ça nous donne pas seulement que n factoriel est équivalent à racine de 2pi n, etc. Ça nous donne, attention, que x factoriel est équivalent à racine de 2pi fois x multiplié par x divisé par e puissance x. Avec le x qui tend vers l'infini, bien sûr. Bien sûr. Mais le x, il est dans R. Il est plus seulement dans n. Et ça, c'est un résultat encore plus magnifique que celui qu'on vient de prouver. Parce que ça utilise le fait que x, enfin la fonction factorielle, peut être prolongée d'une manière qui conserve beaucoup de propriétés. Avec x factoriel, c'est tout simplement égal à la fonction gamma évaluée en x plus 1. Et on a bien que x factoriel, c'est égal, enfin x factoriel, c'est bien égal à n factoriel si x est un entier. Et on garde le fait, c'est ça qui est magnifique, qu'on a la formule de Stirling. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, et je vous dis à la prochaine.